Quand ce jeudi 10 décembre 2020, donc ce jour est un peu symbolique car nous devions organiser le salon Covantis en présentiel à Toulouse pour la première fois sur le versant ouest. Salon Covantis qui a été créé en 2008 par la région Occitanie et la CRES Occitanie. Donc malheureusement, vu le contexte, comme bon nombre de salons, on a dû le reporter, donc on espère revenir au printemps 2021. Alors, un petit mot peut-être rapide sur Covantis. Donc, Covantis, c'est une marque, c'est la marque des affaires et achats socialement responsables qui a été créée par la CRES Occitanie, la région Occitanie, en 2008. C'est une marque qui repose sur 3 actions, donc un salon qui est organisé tous les 2 ans, des Covantis Club, qui sont des rencontres d'affaires inter-entreprises, un portail Covantis sur lequel on valorise les entreprises ESS et différentes actions autour de la veille économique. Et finalement, un 4e pilier qui est la semaine des affaires et achats socialement responsables qu'on inaugure cette année, puisque effectivement, dans la mesure où le salon ne pouvait pas avoir lieu, on a décidé avec les différents partenaires, à la fois du salon Covantis, la région et différents partenaires comme les canaux, l'agence ADOC, de maintenir un événement sur une semaine qui se tient du 7 au 11 décembre, afin de faire en sorte que sur ces questions d'achat responsable, d'achat socialement responsable, on puisse effectivement avoir des événements pour sensibiliser les différents acteurs et montrer qu'effectivement, il existe au niveau national, puisqu'aujourd'hui, on va avoir à travers cet atelier la possibilité de voir qu'il y a des choses qui sont initiées au niveau national, mais qui présentent des opportunités au niveau régional et notamment au niveau de la région Occitanie. Un petit mot très rapide sur la question des achats socialement responsables, puisque peut-être que certains d'entre vous se demandent ce qu'est un achat socialement responsable. C'est tout simplement une transaction commerciale entre une organisation publique-privée, souvent une collectivité ou une entreprise, et le recours à une entreprise de l'économie sociale et solidaire pour répondre à un besoin en termes de biens, services et fournitures. Voilà, je repose le cadre par rapport à ça. Donc, par rapport à cet atelier qui devait avoir lieu initialement en présentiel, on a souhaité le maintenir parce que depuis le début de l'année 2020, on travaille la CRES avec les canaux qui vont pouvoir bien entendu se présenter, sur les opportunités qui sont offertes par les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 à Paris. Alors souvent, quand on pense Paris, on se dit que tout va peut-être se jouer au niveau de la capitale. Et en fait, non. Tout l'intérêt de cet atelier, ça va être de vous démontrer que justement, tous les territoires, toutes les régions sont concernées par ces Jeux, le sont déjà aujourd'hui, puisque les Jeux ont déjà démarré, et le seront d'ici à 2024. Et par rapport à ces enjeux d'achat responsable, puisque ce sont des jeux qui se veulent les plus inclusifs, les plus responsables, les plus durables, qui n'aient jamais été organisés par les comités olympiques. L'idée, c'est qu'on puisse finalement, à travers ces jeux, se saisir des opportunités qui vont être offertes à travers différents marchés, sur différentes filières, et c'est ce qu'on va voir aussi à travers l'atelier d'aujourd'hui, c'est que plusieurs secteurs d'activité, plusieurs filières, plusieurs segments d'achat sont concernés à travers ces jeux-là. On a souhaité aussi, avec l'agence ADOC, se poser la question de là où on en est aujourd'hui sur notre territoire par rapport aux entreprises ESS, et on a eu justement l'opportunité, avec l'agence ADOC, de faire une petite enquête qui va me permettre de faire la transition avec Lucie Parnaudot, qui est chargée de mission économie sociale et solidaire à l'agence ADOC et qui va vous en dire un mot. Juste un petit mot rapide sur la table ronde qui sera composée donc, de M. Kamel Chibli, qui est vice-président à la région Occitanie en charge des questions de jeunesse, d'éducation et de sport et qui est parmi nous. Carole Gauthier de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées. Je rappelle que le groupe BPCE est partenaire premium des Jeux Olympiques. Clémentine Wolf et Pia Le Fischer, qui sont chargés de mission et chefs de projet ESS 2024 au Canot. Sébastien Peignon, qui est directeur d'une entreprise adaptée, qui viendra témoigner par rapport à un marché. Et je crois n'avoir oublié personne. Donc, du coup, je vais passer tout de suite la parole à Lucie, qui va nous faire un point par rapport au contexte à la fois national, régional et l'enquête qu'on a initiée ensemble. Merci Karim, c'est bon, je pense que tout le monde m'entend. Et bonjour à tous, je suis ravie d'être sur cette table ronde aujourd'hui et d'avoir pu être partenaire avec l'agence ADOC donc de cet atelier-là. Juste effectivement, pour rebondir sur ce que tu as dit Karim, on le sait tous, on n'est pas tout à fait sorti d'une crise, mais en tout cas, les entreprises occitanes, notamment les entreprises sociales, elles ont été quand même massivement touchées par la crise Covid et la commande publique représente forcément un enjeu majeur pour le rebond de ces entreprises-là. Et évidemment, l'organisation de ces Jeux en 2024 représente à moyen terme, court terme, des opportunités certaines. À la fois, donc effectivement, tu l'as dit, une dynamique nationale, des engagements forts qui ont été pris.
pour privilégier vraiment les TPE, PME et les entreprises sociales du territoire français, puisqu'il y a vraiment une volonté d'inclusion et de rayonnement à l'échelle nationale. Mais Kamel Chibli en parlera également, une dynamique régionale qui est forte, un engagement de la région à travers la labellisation de nombreux territoires terres de jeu. Et donc, il vous donnera tous les détails là-dessus. Donc, un bon nombre d'opportunités qui vont se présenter et qui vont monter en charge jusqu'à 2024. Et comme le disait Kamel, Karim, pardon, je mélange du coup, on a souhaité vraiment pouvoir alimenter cette dynamique au niveau de la région pour pouvoir accompagner au mieux les entreprises dans ces réponses-là. Et donc, on a initié ce fameux questionnaire à partir de septembre, un questionnaire à destination des entreprises sociales du territoire. Donc, je remercie déjà l'ensemble des structures qui ont répondu et on vous mettra le lien. N'hésitez pas à poursuivre, ça nous donne encore plus de matière. Et c'était important pour nous vraiment de sonder le niveau de connaissance déjà des entreprises sur toute cette dynamique qui se met en place et aussi de mieux comprendre les besoins qui sont les leurs, qui sont les vôtres, pour pouvoir y apporter des réponses concrètes et vraiment vous accompagner dans cette dynamique-là, dans cette démarche. Donc, très brièvement, pour rebondir sur ce questionnaire, effectivement, je pense que la majeure partie des entreprises voit bien des opportunités de rebond dans ces appels d'offres qui vont sortir en lien avec les JO. Pour autant, on a noté quand même encore quelques manques, quelques besoins, à savoir déjà le repérage, le décryptage, la compréhension des marchés qui vont sortir. Donc, il y a des réponses concrètes qui sont déjà apportées, que les canaux et ESS 2024 vous présenteront juste après. Et on voit aussi qu'il y a un besoin, parce que les entreprises sociales sont quand même de taille relativement petite ou intermédiaire encore, de pouvoir les accompagner à la fois sur le renforcement de leur posture commerciale et aussi sur la mise en place de consortiums de réponse, des mises en relation effectives pour pouvoir vraiment aussi faire le poids face à des entreprises qui sont plus grosses ou des entreprises qui sont plus habituées à répondre à ces marchés. Donc, il y a vraiment une dynamique à mettre en marche et qu'on veut, nous, accompagner la CRES, l'agence, les canaux et d'autres acteurs également en région Occitanie pour qu'on ne passe pas à côté de ces opportunités-là. Et donc, on va pouvoir, grâce à vos réponses à ce questionnaire et aux réponses qui ont été faites, mettre en place un plan d'action dès 2021. J'en dis pas plus pour l'instant, mais effectivement, cet atelier, comme tu le disais, Karim, c'est un petit peu la première étape autour de cette dynamique régionale, puisque déjà, elle va permettre de mieux appréhender et comprendre la dynamique à la fois nationale et régionale et les outils qui vont être aussi à votre disposition tout au long de ce processus. Et du coup, je ne prends pas plus de temps et je laisse la parole à Kamel Chibli pour prendre la suite sur la dynamique régionale et vous donner plus de détails là-dessus. Ben merci beaucoup de cette invitation. Merci aussi de maintenir ce genre d'initiatives et d'événements parce que la crise sanitaire nous met en situation de difficulté et parfois nous donne le sentiment qu'il faut tout arrêter. Et je pense qu'effectivement, il faut garder tout ce qui peut être mis en place au niveau même visioconférence. On préférait avoir du présentiel, mais malheureusement, c'est comme ça. Donc, merci de cette invitation. Je ne vais pas être très, très long là-dessus, mais je vais quand même développer quelques thématiques. Ça a été dit à l'instant que les Jeux Olympiques sont une opportunité, c'est une évidence. Pas forcément que pour la région parisienne et l'Île-de-France, c'est une évidence aussi. Mais après, ça dépend des conditions que nous allons mettre en place dans chaque territoire pour bien montrer que nous sommes en capacité de peser, mais aussi de proposer des choses intéressantes. Je vous rappelle que les Jeux Olympiques, c'est un événement bien sûr planétaire qui rassemble d'abord des millions et des millions de téléspectateurs, mais aussi des équipes et des pays. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre pays, à l'échelle d'un continent, c'est tout petit. C'était en gros, pour faire simple, en gros, aujourd'hui, vous avez des équipes qui peuvent se déplacer clairement sur Montpellier, sur Toulouse, sur la région pour se préparer et ensuite se mettre, on va dire, à 2-3 heures de Paris pour aller s'intéresser à ce qui se passe ailleurs. Ce que je veux dire, en fait, c'est que notre pays, la France, est un tout petit pays à l'échelle des continents et de ceux qui vont être intéressés par les Jeux. Et qu'en fait, en fonction de ce que l'on propose pour nos athlètes, pour nos fédérations, on sera en capacité ou non d'accueillir et d'intéresser les pays à venir se préparer, à s'intéresser, parce qu'il y a une vocation sportive, mais aussi une vocation touristique, mais aussi une vocation économique. L'enjeu des Jeux Olympiques, et c'est un peu ce qu'a voulu faire la région, c'est trois niveaux. D'abord, c'est créer une véritable ambition pour montrer que si les Jeux Olympiques sont arrivés en France, c'est pas parce que c'était Paris. D'ailleurs, on dit Paris 2024, mais on pourrait dire France 2024. C'est parce que surtout, le projet qui a été proposé était un projet qui permettait d'irriguer le territoire et qui embarquait la France entière. Parce que sinon, Paris n'aurait pas eu les Jeux s'il n'y avait pas cette démonstration que les Jeux Olympiques étaient avant tout les Jeux de la France.
clairement, aujourd'hui, chaque région se met en situation, je ne vais pas dire d'être en concurrence, mais de proposer des initiatives. Ce qu'on a voulu faire d'abord, c'est d'abord rassembler le mouvement sportif, les athlètes, nos athlètes à nous, démontrer qu'on a d'abord un écosystème favorable à la préparation des athlètes. C'est ce qu'on a démontré et montré avec des spécificités. On a 3 CREPS, on a plus de 35 clubs de haut niveau, on a de nombreux centres de formation, des pôles France, des pôles espoirs, j'en passe, c'est des meilleurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une situation, y compris sur le plan naturel, qui nous permet de considérer qu'on a des atouts que d'autres n'ont pas forcément. Je pense notamment à l'environnement méditerranéen, je pense à la montagne. Voilà, tout ce contexte naturel et patrimonial qui nous permet de considérer aujourd'hui qu'on est peut-être une terre de préparation plus que les autres. Deuxième élément qui n'est pas neutre non plus, c'est les infrastructures. On a parlé, je vous ai parlé des CREPS, 3 sites, dont un qui est aujourd'hui considéré comme une des grosses locomotives au plan international, puisqu'on a aujourd'hui Foromeux qui est considéré, puis je vous rappelle l'historique, hein, on a fêté ses 50 ans il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, Foromeux, c'est quelque part, par définition, un des lieux qui est le plus utilisé par bon nombre d'athlètes pour se préparer. D'abord parce qu'il y a la dimension en altitude, mais au-delà de ça, c'est parce qu'il y a des infrastructures, on a des bassins olympiques, on a une patinoire, on a plein d'atouts aujourd'hui. Et puis surtout, c'est une nouvelle compétence puisque les régions ont récupéré il n'y a pas très longtemps cette compétence, parce que ça fait que 5 ans. Et aujourd'hui, la volonté que nous avons, c'est bien sûr de créer, d'abord d'améliorer les infrastructures pour permettre à nos athlètes de bien se préparer, mais aussi de donner la possibilité aux étrangers, puisqu'on a aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, 260 médailles olympiques qui sont passées par le site de Foromeux. Et quand je dis 260, c'est que pas français, c'est international. En fait, on ne le sait pas. Ce n'est pas assez communiqué, mais il y a une réalité. C'est qu'aujourd'hui, nos CREPS sont des lieux, par définition, de performance. Mais le besoin que nous avons, et pas que dans les CREPS au niveau régional, c'est les infrastructures. Il faut les doper. Quand je dis doper, c'est au sens noble du terme, pardonnez-moi du terme en termes sportifs. Il ne s'agit pas d'OPO, bien évidemment. Mais clairement, de créer les conditions pour monter en gamme. Parce qu'un des péchés de notre territoire national, ce sont le vieillissement des infrastructures. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a besoin de véritables. D'abord, vous avez dit les uns et les autres, et notamment l'intervention sur la question un peu vertueuse sur le plan environnemental et écologique. Donc aujourd'hui, clairement, il faut qu'on arrive, nous, à créer les conditions pour améliorer les infrastructures, c'est-à-dire créer les conditions pour que les communes et les collectivités puissent s'engager dans cette démarche-là. Et nous, aujourd'hui, on a créé aussi un truc qui n'existe pas en France, ça s'appelle un AMI, ça veut tout dire et rien dire, c'est un appel à manifestation d'intérêt qu'on appelle Ambition Olympique 2024. Donc, du coup, l'idée, c'est clairement aujourd'hui de permettre aux collectivités qui sont propriétaires des sites de pouvoir améliorer leurs infrastructures. On a identifié une vingtaine de sites sur le territoire régional qui pourraient, clairement, sur des disciplines différentes, qui avaient besoin d'un rafraîchissement, mais d'une montée en gamme. Et ça, aujourd'hui, la région, elle a créé des conditions d'accompagnement financier qui n'existent nulle part. C'est-à-dire, en gros, on va de 30 à 60%, rien que sur un financement région. Je prends l'exemple, on a l'escrime à Tarbes, on a l'escalade à tel endroit, on a plein de sujets aujourd'hui qui nous permettent aujourd'hui de considérer qu'il faut effectivement accompagner ces collectivités-là pour qu'elles améliorent leur infrastructure, mais pas pour les Jeux, parce que la difficulté, si on veut être un peu vertueux, les Jeux Olympiques, ce n'est pas une fin en soi. Il faut quand même se le dire. Les Jeux Olympiques, c'est une opportunité. D'abord pour nos athlètes, parce que si on améliore les infrastructures, c'est d'abord utile pour nos athlètes locaux, régionaux, nos fédérations françaises qui vont jouer un rôle essentiel, bien sûr, parce qu'un certain nombre d'athlètes aujourd'hui se préparent à l'étranger. Et puis, bien sûr, la question du rayonnement à l'international, c'est-à-dire permettre à de nombreux pays dans le monde de mettre un point sur une carte mondiale en pointant l'Occitanie comme quelque part, on a des sites qui peuvent les aider à se préparer. Donc, on a 3 dimensions. Préparer nos athlètes régionaux, locaux, parce que c'est aussi une priorité, permettre aux équipes de France de, bien évidemment, se préparer, revenir se préparer chez nous en considérant qu'on se prépare mieux chez nous qu'ailleurs. La 3e dimension, c'est le côté rayonnement international avec cette possibilité d'accueillir des fédérations. Alors, dans cette dimension-là, nous avons enclenché, parce que la présidente Delga était très attachée, aussi à lancer un certain nombre de partenariats, de conventions. Je pense notamment à, bien sûr, au Japon, je pense à de nombreux pays qui permettent aujourd'hui de considérer que nous avons aujourd'hui de gros potentiels. Et on arrive aujourd'hui à mettre sur la carte du monde l'Occitanie
et ces différents sites. Nous avons créé aussi une carte qui permet d'identifier ces différents sites dont je vous parle là. Et puis surtout l'essentiel, et je terminerai là-dessus peut-être, c'est la manière dont on accompagne la population et le mouvement sportif. Un événement comme celui-là, si on n'est pas en capacité d'attirer le monde, de favoriser de favoriser, on va dire, l'émergence d'idées, de propositions et d'embarquer tout le mouvement sportif dans cette dimension-là, ça ne peut pas marcher. Donc ça, c'est un enjeu important pour nous. C'est pour ça d'ailleurs qu'on organise chaque année les rencontres régionales territoriales du sport et qu'on organise aussi avec le COJO, avec Tony Estanguet, un certain nombre de rencontres. D'abord pour montrer qu'on a des initiatives qui sont intéressantes à valoriser. Ça peut être dans les établissements scolaires, vous savez, ça ne vous a pas échappé, mais on a une politique ambitieuse aussi sur la pratique du sport dans nos lycées, avec notamment la carte jeune qui permet d'avoir la gratuité quasiment de la licence sportive ENSS. Bref, voilà en tout cas des objectifs qu'on s'est fixés, d'être au rendez-vous de Paris 2024, créer un lien fort avec les pays et notamment les fédérations pour leur montrer que nous avons ici peut-être un écosystème plus favorable qu'ailleurs. Et puis je vous rappelle que l'enjeu, ce n'est pas que les Jeux, puisque derrière, nous sommes en Europe aussi beaucoup de créateurs, d'organisateurs d'événements européens, internationaux. Si on a la capacité de montrer qu'en Occitanie, on est peut-être mieux, on est, on va dire, plus accompagnateur, plus solidaire, mais aussi avec un modèle assez vertueux qu'on arrive à développer avec une valorisation du patrimoine naturel, ça nous permettra en tout cas de placer l'Occitanie à la carte du monde et puis pourquoi pas favoriser l'émergence aussi, ce qu'on appelle un peu d'une visibilité à l'international qui nous ramènera aussi une économie. Alors, parler d'économie dans un contexte actuel, ça paraît un peu surréaliste, notamment sur le plan touristique, mais il faut voir à long terme, à moyen long terme, mais c'est vrai qu'à là-dessus, on a une carte à jouer. Désolé, je suis pas très organisé dans mon développement, mais ce que je peux vous dire, c'est que la détermination qui est la nôtre, c'est qu'on a voulu d'emblée s'engager dans cette démarche-là. Donc, comme je le dis, engager le mouvement sportif, développer des aides significatives pour accompagner les infrastructures sportives qui vont se développer et bien sûr permettre aux habitants de cette région de faire partie de cette fête et je dirais quelque part, d'être totalement engagés dans ce rendez-vous qui est un rendez-vous unique pour la France et pas que pour Paris. Ça a été dit en préambule. Voilà ce que je vous dis. Après, s'il y a des questions, je serai beaucoup plus à l'aise pour y répondre. Merci et désolé de ce long propos peut-être. Bonjour, monsieur Chibli, Pia Le Fischer, je travaille pour le programme ESS 2024 et je suis une des co-animatrices du jour. Je vous remercie beaucoup pour votre présentation. Vous êtes, il me semble, un peu dur avec vous-même parce que moi, au contraire, je l'ai trouvé très clair et puis vous avez rappelé un message extrêmement important qui est celui que les Jeux sont bel et bien un levier et pas une fin en soi. Et l'idée, c'est que cet événement, quitte à ce que beaucoup d'argent soit dépensé, quitte à ce que ce soit un événement unique au niveau national comme international, il faut qu'il ait un impact très concret sur les territoires et vous avez bien montré en quoi il concernait l'Occitanie et dès maintenant. Peut-être une question avant et ça nous permettra aussi de faire la transition avec notre prochaine intervenante. Concrètement, quelles sont les opportunités économiques qui vont être générées par tout ce que vous venez de présenter pour les entreprises locales? Parce que je pense que pour les participants pardon, qui sont là aujourd'hui et qui sont un peu la tête dans la relance, j'imagine que vous aussi, c'est un sujet dont vous êtes familier. Ça peut être important d'avoir des informations là-dessus, si vous en avez bien sûr. Oui, bien sûr que j'en ai. En fait, pour être clair, après, on peut pas le... Oui, mais forcément, d'abord, il y a un enjeu qui est quand même pas neutre, c'est l'engagement de la collectivité pour soutenir financièrement tous les projets qui vont se mettre en place sur les territoires. Je vous rappelle que l'enjeu qu'on a fixé aussi, parce qu'il y a aussi une question de répartition des richesses et du maillage territorial. Ce qui ne vous a pas échappé qu'on a un sujet, c'est qu'on a une concentration forte sur 2 métropoles et qu'il y a un enjeu, c'est d'irriguer le territoire. Donc déjà, les 20 sites dont je vous parle, ils sont répartis sur les 13 départements, donc ça, c'est un enjeu fort. Sur l'opportunité des Jeux, c'est deux niveaux. D'abord, c'est une valorisation et une communication sur tout le patrimoine naturel que nous avons. Il ne vous a pas échappé qu'on a 40 sites Occitanie, 40 sites Occitanie, avec un patrimoine naturel montagnard et méditerranéen qui est majestueux. On a une économie sociale et solidaire qui fait partie des plus grosses économies du territoire national, qui va avoir des répercussions, y compris sur la partie touristique, mais sur la partie aussi de la manière dont on associe des associations, parce que l'économie sociale et solidaire, c'est aussi beaucoup d'associations qui vont œuvrer, bien sûr, auprès des jeunes, auprès des touristes, auprès des sportifs, pour essayer on va dire, de créer
les conditions de développement qui seront nécessaires pour l'accueil de ces événements. Je ne peux pas être très concret là-dessus, mais ce que je sais, c'est que l'écosystème qu'on développe aujourd'hui est de démontrer que le sportif et que l'événement sportif est un véritable moyen pour développer de l'économie. Et quand je dis l'économie, ce n'est pas de l'économie uniquement marchande. Parce que le vrai sujet que vous avez évoqué, que vous évoquez dans votre question, c'est l'économie non marchande et qui est aussi un enjeu très très fort parce qu'on n'en parle pas suffisamment des bienfaits de l'économie sociale et solidaire sur le territoire régional. Voilà ce que je pourrais dire là-dessus, mais on pourrait en parler de longues heures sur concrètement ce que ça veut dire. Tout à fait, merci beaucoup. Effectivement, on aura aussi, l'occasion d'y revenir dans la suite de la présentation. On sait que c'était, pas peut-être un peu sportif justement pour vous de vous connecter ce matin, donc je tiens encore une fois à vous remercier tout particulièrement, d'avoir été parmi nous et de encore une fois avoir pu, rendre, Oui, les jeux un peu plus locaux. Voilà. je suis désolé d'ailleurs, je le dis, j'espère que vous n'entendez pas trop de bruit à l'extérieur et du vent, Non, c'est mais parfait, c'est parfait. j'ai dû me connecter dans des conditions qui ne sont pas les meilleures pour vous parler d'un sujet qui me passionne depuis longtemps et qui me passionne encore pendant de longues années. Donc je reste quand même connecté pour échanger avec vous là-dessus. Merci beaucoup, monsieur Chibli. Vous pouvez retrouver d'ailleurs, pour tous les participants que cela intéresserait, une interview, de Kamel Chibli sur le site, internet de SS 2024, qui, précise un peu toute, la vision et reprend ce qu'il a présenté, ce matin. Je me permets aussi, de revenir sur l'enquête qui a été présentée, par Lucie Parnaudot d'Adoc et par, Karim Zerguit pour vous dire que cette enquête auprès des entreprises est toujours ouverte et que c'est déjà une manière de vous impliquer, et de nous donner des billes pour vous accompagner, vous, entreprise, à bénéficier, des opportunités des jeux, que d'y répondre. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher, de la CRES, et d'Adoc. Lucie, oui, j'entends que tu veux peut-être ajouter quelque chose, je t'en prie. Non, je disais juste que je partage le lien dans le chat en suivant. Parfait, merci beaucoup. Et puis, on va continuer, à comprendre, en quoi, quels sont les enjeux locaux liés au projet des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Parce qu'on a la chance d'avoir, Carole Gauthier avec nous, qui, travaille pour la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées. Donc caisse d'épargne, qui est, une banque partenaire du projet, des jeux olympiques et paralympiques. On vous l'a présenté en introduction et du coup, qui va pouvoir, nous dire comment, sur son territoire et auprès des entreprises que vous accompagnez quotidiennement, vous avez envie de vous impliquer sur cet enjeu économique et de développement local. Bonjour Carole. Bonjour à tous. Merci Pierre Le Fischer pour cette prise de parole. Effectivement, on l'a vu, les Jeux de Paris se veulent inclusifs, durables, responsables, solidaires. Et c'est exactement la raison pour laquelle le groupe BPCE a souhaité en être le partenaire. Nous y trouvons un écho dans nos valeurs, dans nos racines et dans notre ADN. À la Caisse d'épargne, nous croyons fermement, profondément, que le social doit être une part de l'économie, que la solidarité peut constituer une économie de marché. Et avec la crise sanitaire que nous traversons, nous en sommes encore plus convaincus. Demain sera porté par l'économie sociale et solidaire. Et à la Caisse d'épargne, nous finançons depuis plus de 200 ans des projets à impact social positif, bien avant que ça ne s'appelle RSE. À la Caisse d'épargne, nous avons accompagné des entreprises d'insertion depuis plus de 200 ans. Il était donc tout naturel pour nous de devenir le partenaire privilégié des Jeux de Paris, inclusif et solidaire, et de porter haut et fort ce message partout dans les territoires. Fort de notre ancrage justement régional, chaque caisse d'épargne participe à une tournée nationale pour présenter l'action de SS 2024 et les opportunités économiques que cela peut représenter pour nos entreprises, structures de l'économie sociale et solidaire. On parle là de tout secteur d'activité et de toute taille d'entreprise confondue. Vous pouvez, seul ou à plusieurs, participer à ces jeux partout dans les territoires. Si vous remportez des appels d'offres, et je souhaite que vous soyez le plus nombreux possible, vous aurez certainement besoin d'investir dans du stock, dans du matériel, dans de la formation à du personnel. La Caisse d'épargne, en tant que partenaire des Jeux, en tant que premier financeur de l'économie sociale et solidaire, peut vous accompagner. Et sur du financement à court terme, sur du financement à moyen terme, sur des garanties bancaires, sur du financement de besoins en fonds de roulement. Plus que jamais en cette période, nous avons le désir d'être utiles et solidaires. Merci beaucoup, Carole Gauthier. Du coup, si jamais, on est une entreprise et qu'on a besoin, de financement ou en tout cas on s'intéresse au sujet des jeux, on peut rentrer dans une agence de la Caisse d'épargne et venir se renseigner, c'est ça le principe?
Alors, le principe, effectivement, de passer par une agence, de passer par mon profil LinkedIn. Je suis sur LinkedIn, retrouvez-moi et n'hésitez pas à me solliciter. En fonction de la taille de votre entreprise, vous serez soit géré par un chargé d'affaires professionnel en agence, soit par un chargé d'affaires économie sociale en centre d'affaires. Mais de toute façon, en poussant la porte d'une caisse d'épargne, vous trouverez des réponses. Très bien, merci beaucoup. Alors maintenant, je pense que, avec ces différentes interventions, vous avez peut-être compris, finalement que même si on parlait des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, ça vous concernait déjà en Occitanie fin 2020. L'idée, maintenant, c'est qu'on puisse vous montrer comment accéder à ces opportunités et c'est là que ESS 2024, entre en jeu. Donc je vais reprendre la main, sur, la présentation et l'idée, c'est qu'on puisse, maintenant vous partager un maximum, d'informations afin que vous puissiez avoir toutes les clés, en tant qu'entreprise, en tant que réseau, en tant que partenaire pour, aller, participer à cette aventure que sont les jeux et surtout, encore une fois, faire en sorte, que c'est des retombées économiques et sociales positives. Juste, pour remettre les choses un peu dans leur contexte et puis en guise d'introduction, à mon propos, les jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, en 2024, ça fera, pile 100 ans depuis les premiers jeux de 1924 et ça sera le plus grand événement sportif international jamais organisé en France. En fait, c'est comme si en même temps, on organisait 50 championnats du monde, en termes du nombre de compétitions et de nombre de personnes réunies. Très concrètement, ce sera près de 15 000 athlètes qui seront présents et qui donc, comme l'a rappelé, monsieur Chibli, vont se repartir en amont un peu partout en France pour venir s'entraîner, pour venir, s'acclimater aux conditions, françaises et donc d'ores et déjà générer de l'activité. Ça va être des millions de spectateurs qui vont, du coup, en tout cas on l'espère, tout sera mis en place en termes de conditions sanitaires d'ici là, c'est dans 3 ans et demi. On a le temps encore que le virus mute, 2 fois avant que ça ait lieu. Mais du coup, ça sera des gens qui vont venir sur le territoire et quand on sait que, les Jeux de Londres, ont eu un impact sur le tourisme, de manière positive évidemment, en Normandie et dans les Hauts-de-France, on se dit que quand les Jeux ont lieu en France et dans une région aussi, touristique et aussi belle que l'Occitanie, forcément ça va avoir, aussi un impact, économique et social positif et puis il va y avoir aussi des milliers de journalistes qui vont devoir couvrir l'événement et qui vont venir du monde entier. Donc en fait, les Jeux, rien qu'en termes du nombre de personnes que ça réunit, déjà, on se rend compte un peu, de l'envergure que c'est. Très concrètement, il y a 2 instances organisatrices, des Jeux. Qui ont décidé, quand, elles se sont lancées, quand elles ont réussi à gagner le droit d'organiser les jeux, d'essayer de faire mieux, que les précédentes éditions. Les précédentes éditions étaient spectaculaires, elles étaient belles. Je ne sais pas si vous êtes, des habitués de suivre les jeux olympiques, mais c'est toujours très émouvant. Mais elles ont été malheureusement entachées par un certain nombre de scandales, sanitaires, par un certain nombre de scandales sociaux, qui ont malheureusement terni l'image de cette compétition internationale et qui ont montré que finalement, l'événementiel, qu'il soit sportif ou non, hein, d'ailleurs, était pas toujours en phase, avec les grands enjeux auxquels on a été confrontés aujourd'hui dans la société, qu'ils soient environnementaux ou qu'ils soient, sociaux. Donc, l'engagement des organisateurs des Jeux et notamment de Paris 2024, qui est le comité d'organisation, ça a été, d'organiser les premiers Jeux durables, inclusifs, solidaires, comme, l'a rappelé Carole Gautier et c'est un très beau slogan, mais derrière lequel il a fallu, fixer des objectifs, concrets et puis, derrière une méthode d'application. C'est, ce que je vais détailler dans la slide que vous voyez, actuellement à l'écran. Paris 2024, donc comité d'organisation, association de droit privé, financée par de l'argent privé à 97%, 3,8 milliards d'euros de budget pour 2,5 milliards d'euros d'achats. Ils n'étaient pas obligés de se soumettre au code de la commande publique. Ils ont décidé de le faire et de lancer des marchés publics, parce que vu l'envergure de l'événement et vu son caractère, national et politique, c'était dans un souci, de transparence et puis justement, dans cette logique de responsabilité. Ils se sont pas fixés d'objectifs chiffrés sur, et on va en tout cas, pas, pour tout, pour, essayer de rendre concrets ces jeux durables, inclusifs et solidaires. Par contre, ils ont mis en place des stratégies assez ambitieuses. Au niveau environnemental, ils veulent, réduire, par, 2
leurs émissions carbone. Ils ont créé toute une direction dédiée à l'héritage et de tout ce que les jeux vont devoir laisser, tant au niveau sportif qu'au niveau culturel, qu'au niveau des infrastructures et puis qu'au niveau économique aussi. Et justement, dans la manière dont ils vont réaliser ces achats, et c'est bien de ça dont on va parler aujourd'hui, à chaque fois, ils vont essayer de le faire de manière responsable, au niveau environnemental et au niveau social. C'est pour ça qu'ils ont créé une stratégie responsable des achats, comme vous pouvez le voir affiché, qui se base sur 5 engagements. Le premier engagement, c'est le recours à l'économie circulaire, afin de limiter le nombre de déchets générés. Le deuxième, je viens d'en parler, c'est la neutralité carbone au maximum et la préservation de l'environnement. Troisième pilier, l'innovation sociale, un mot un peu valise pour désigner justement le recours aux entreprises de l'économie sociale et solidaire, justement pour aller à la recherche de solutions innovantes qui vont pouvoir répondre à la fois aux besoins des jeux, mais en même temps générer des externalités positives sur la société. L'inclusion des personnes en situation de handicap, c'est un pilier extrêmement important, parce que l'ambition de Paris 2024, c'est aussi de donner beaucoup plus d'importance aux Jeux paralympiques, que cela n'a jamais été fait. Et ça passe aussi très concrètement par faire travailler les entreprises adaptées, les ESAT et toutes les entreprises qui en fait permettent et favorisent l'emploi des personnes en situation de handicap, qui sont malheureusement encore aujourd'hui confrontées à un certain nombre de freins quand il s'agit de les mettre dans l'emploi. Et puis enfin, la création de valeur dans les territoires, là aussi une expression, un peu alambiquée peut-être, qui ne recouvre pas une réalité très concrète pour vous, mais qui veut dire tout simplement qu'en fait, chaque achat, va devoir à un moment, avoir un impact sur le territoire, soit en créant de l'emploi, soit en créant une valeur, ajoutée, de la richesse, une valeur sociale ajoutée, en répondant à une problématique du territoire et cetera. Très concrètement, ces 5 piliers que je viens de vous présenter, ils vont se retrouver, heu, pas écrits en tant que tels, mais en tout cas traduits dans les exigences de chaque marché public qui va être lancé par Paris 2024. Donc, ça va se traduire par différents critères, par, une certaine manière d'écrire les marchés. Et puis surtout, ça veut dire que s'il y a 2 entreprises, qui présentent une offre, de qualité plus ou moins égale, à des prix, dans les 2 cas compétitifs, et bien l'entreprise qui va gagner, ça va être celle qui aura fait l'offre, qui propose, d'avoir, effectivement un impact et qui correspond et dont les valeurs et la mise en œuvre de leur projet correspondra le mieux à ces 5 piliers. Donc c'est là qu'on se rend compte, que, en fait, pour, une fois, parce que ça n'arrive pas, tous les jours, l'économie sociale et solidaire et les entreprises à impact, heu, ne, viennent pas agir comme un poil à gratter, ce qui est aussi leur rôle, pour, justement essayer de corriger ou en tout cas, d'améliorer, le fonctionnement de la société, mais viennent apporter, des opportunités économiques très concrètes aux entreprises classiques. Et j'aurai l'occasion d'y revenir juste après. Mais du coup, c'est pour ça aussi que chez ESS 2024, on essaye de favoriser beaucoup les coopérations économiques entre ces différentes familles d'entreprises, justement pour, maximiser, notre impact et faire en sorte que, les jeux soient à la fois, efficaces, efficients et puis en même temps, puissent, générer des choses positives, au niveau social, environnemental et économique pour le territoire. La deuxième instance organisatrice, c'est la Solidéo, la Société de livraison des ouvrages olympiques. Pour le coup, c'est un organisme public, donc financé par de l'argent public et qui, de fait, devait se soumettre au code de la commande publique. C'est l'infrastructure, pardon, c'est la structure qui est en charge justement de la rénovation et de la construction des infrastructures qui vont servir pour les épreuves olympiques et paralympiques. Il y a 95 de ces infrastructures qui existent déjà et dont certaines vont être rénovées et 5 qui vont être, construites, notamment le village qui accueillera les athlètes en Seine-Saint-Denis. Donc ça faisait aussi partie des engagements environnementaux, des organisateurs des Jeux de ne pas construire beaucoup de nouvelles infrastructures, mais plutôt de rénover l'existant et souvent des infrastructures, vieillissantes comme l'a bien rappelé là encore, monsieur Chibli. Autre stratégie pour la Solidéo, établir avec l'ensemble des partenaires sociaux une charte sociale qui là, pour le coup, s'engage sur des objectifs chiffrés et c'est très important, de faire la différence, entre les 2 instances parce qu'elles ont pas la même manière de fonctionner même si, le but c'est bel et bien, de réaliser dans les 2 cas des jeux durables, inclusifs et solidaires. C'est que, 25 du montant de leur marché, qui équivaut, au total à environ aussi 2,5 milliards d'euros d'achats, donc sur 3 milliards d'euros de budget au total, doivent être fléchés vers les TPE, PME, ESS, donc ces 3 familles d'entreprises réunies
afin de garantir des retombées très concrètes, des retombées économiques très concrètes pour le tissu économique français, et puis que 10% des heures travaillées dans le cadre de l'exécution de ces marchés doivent être fléchées vers l'insertion professionnelle. Alors là, je me permets juste de m'arrêter quelques secondes supplémentaires sur ce chiffre qui intéressera sûrement un certain nombre de structures de l'économie sociale et solidaire, mais parce que ces 10% et ce que la Solidéo appelle insertion professionnelle, c'est un peu plus large que la manière dont on le définit traditionnellement. C'est-à-dire qu'évidemment, on compte le monde de l'insertion par l'activité économique, évidemment, on compte le monde du handicap, puisque quand on passe des marchés et qu'on parle d'insertion professionnelle, on inclut aussi le secteur du travail adapté et protégé. Mais la Solidéo inclut aussi dans ce panel les personnes habitant dans les quartiers politiques de la ville, les bénéficiaires du RSA et les alternants. Donc vous voyez que ce chiffre ambitieux des 10% reste ambitieux, mais est proposé de manière un peu plus large qu'il ne le serait traditionnellement. Donc c'est 2,5 milliards plus 2,5 milliards, donc pour un total de 5 milliards d'achats sur les jeux, vont concerner un certain nombre de secteurs d'activité. Là, c'est vraiment juste pour vous pardon, hop, j'ai passé la slide trop vite. C'est vraiment juste pour vous montrer que, OK, on parle d'un grand événement sportif, mais on parle avant tout d'un événement, qui du coup, bah, pour organiser un événement, on va avoir, besoin de construire. Donc, le secteur du BTP va être autant concerné, que le secteur de la restauration. Parce qu'il va falloir nourrir tous ces athlètes, il va falloir nourrir tous ces spectateurs, et puis toutes les personnes en charge de l'organisation. La sécurité, la sûreté va être un enjeu très important aussi. Il y a une grande famille d'achats définie par Paris 2024 qui s'appelle les services généraux, donc tout ce qui va être conciergerie, nettoyage, et cetera. Tout ce qui va concerner la mobilité, le transport, la logistique également. Bref, tous les savoir-faire, là, la slide doit s'afficher un peu en petit sur votre ordinateur, mais de toute façon, vous aurez accès, aux slides qu'on vous enverra à la fin de la présentation et vous aurez, tout le loisir de regarder si votre secteur d'activité est concerné. Mais quand on sait qu'il y en a plus de 40, forcément, le savoir-faire, de nombreuses entreprises va être requis et l'économie sociale et solidaire a tout à fait son rôle à jouer puisque, il y a beaucoup de ces secteurs, sur lesquels elle a une expertise, à apporter. Donc pour essayer de résumer, ce qui a été dit par les précédents intervenants, pourquoi les opportunités économiques, des jeux vous concernent et concernent les entreprises d'Occitanie? Bien, tout d'abord parce que tous les marchés qui sont lancés, par, Paris 2024 et la Solidéo, vous pouvez y répondre. C'est pas parce que c'est des marchés qui sont lancés par des acteurs en Île-de-France, qu'ils ne vous concernent pas. Bien au contraire. D'ailleurs, dans les lauréats, et dans les attributaires des marchés, on a un certain nombre d'entreprises qui ne viennent pas d'Île-de-France et j'irai même, plus loin. J'irais jusqu'à dire que, en fait, les entreprises d'Île-de-France, même si on les faisait toutes travailler, ne suffiraient pas aujourd'hui à répondre à l'ensemble des besoins des jeux. Parce que sur certains secteurs d'activité, on est vraiment en pénurie actuellement et c'est pour ça, qu'on diffuse ces messages et qu'on se met à travailler autant en amont. C'est parce qu'en en fait, il va y avoir tellement de besoins de concentrer, sur quelques semaines que, si on ne le prépare pas en amont, c'est impossible, on n'y arrivera pas et on n'arrivera pas à faire travailler l'économie française comme on souhaite le faire. Si en plus on essaye d'être un peu responsable et solidaire et donc on veut en plus, associer les entreprises, sociales, ou en tout cas à impact, à cette dynamique, on a raison de s'y mettre depuis 1 an et demi déjà, parce que ça prend du temps. Je vous donne juste un exemple, vous le savez, on est dans un contexte où la sécurité est importante. Il va y avoir besoin d'un certain nombre de barrières de sécurité. Ça, là, vous allez dire que je rentre dans vraiment l'opérationnel, mais c'est vrai et il faut y penser. Aujourd'hui, on n'a pas assez, de capacité de production de ces barrières au niveau européen, donc même au-delà de la France. Donc si jamais on veut des barrières de bonne qualité, qui soient agréées, qui soient dans les normes, et cetera, à temps, on a raison, là encore, de s'y mettre, un petit peu tôt. Ensuite, il faut savoir et ça pareil, monsieur Chibli l'a très bien présenté, que, en fait les jeux ça concerne pas que, l'Île-de-France. D'abord parce qu'il y a des épreuves ailleurs, il y a, la voile qui a lieu à Marseille, il y a le surf qui va avoir lieu à Tahiti normalement. Tout ça va nous être confirmé définitivement, avant Noël, avec le conseil d'administration de Paris 2024 et puis en Occitanie, on a la ville de Toulouse qui est candidate pour accueillir des matchs de tournois de football olympique.
Et puis finalement, travailler pour les Jeux, OK, c'est un super grand événement, mais c'est pas une fin en soi, c'est un levier pour activer un certain nombre de choses et d'ici là, il va se passer d'autres choses sur le territoire. On va avoir le rugby en 2023 dans lequel, pour lequel l'Occitanie est très impliquée aussi, et ces grands événements sportifs internationaux, ces JESI pour résumer, ça constitue aussi des jalons et des opportunités économiques pour les entreprises du territoire. Donc c'est une dynamique globale dans laquelle il faut rentrer et sur laquelle il faut s'informer. Et puis enfin, je reviens rapidement sur le label, Terre de Jeux, 2024, donc label lancé par Paris 2024 pour impliquer l'ensemble des territoires dans le développement de leurs pratiques sportives et pour, justement faire des Jeux un véritable projet national, heu du coup qui mène à des actions très concrètes. Là, je répéterai pas, ce qu'a dit, monsieur Kamel Chibli, mais il vous a présenté toute la stratégie de la région qui est d'ailleurs, labellisée et qui est liée, à la mise en œuvre et à ce label-là avec notamment, l'espérance d'accueillir des délégations étrangères. Apparemment, la région est déjà d'ailleurs en discussion avec certaines nations. Il y a 43 sites sportifs qui sont, retenus comme centres de préparation aux Jeux dans la région. Donc ça veut dire, du coup, des sites qui vont faire partie du catalogue, que vont consulter les délégations étrangères, pour pourquoi pas venir choisir de s'entraîner et en fait, que ce soit au niveau du tourisme, comme on en a déjà parlé, que ce soit au niveau de la rénovation de ces équipements, que ce soit au niveau, du travail à réaliser sur l'attractivité du territoire, sur la restauration, sur l'exploitation de ces espaces, tout ça, ça va générer un certain nombre d'opportunités économiques également. Les crêpes de Toulouse et de Montpellier, ils sont, en cours de rénovation ou alors la rénovation, va être lancée. Là, je parle sous le contrôle, des acteurs locaux, mais ça déjà, ça va entraîner pas mal d'opportunités pour le coup très locales, pour les entreprises locales et qui n'auraient pas forcément été activées, aussi vite, s'il n'y avait pas eu, le projet des Jeux et cette volonté, d'engager en fait, l'ensemble du territoire français, dans le développement, de la pratique sportive professionnelle et amateur. Donc j'espère que j'ai été assez claire, sinon on pourra revenir, dans le temps de questions-réponses, sur ces éléments tout à l'heure. Maintenant, on sait que, les marchés publics, c'est pas, quelque chose, auquel les entreprises ont si facilement accès. En tout cas, pas forcément les TPE, les PME et les ESS, parce que ça demande du temps, d'y répondre, parce que ça demande un peu de technicité, parce que, on n'est pas sûr que ça marche à la fin. Donc, après tout, pourquoi, y passer du temps quand je peux aller conclure, des contrats privés où, pour le coup, les choses se règlent beaucoup plus facilement? Et pourtant, ça serait dommage, de ne pas pouvoir, profiter de l'ensemble des opportunités qu'on vous a présentées. C'est pour ça que pour être cohérent, dans le cadre de la démarche, engagée, Paris 2024 a décidé, de co-créer avec des partenaires 2 plateformes, pour justement, servir de courroie de transmission entre ces opportunités économiques, ces marchés publics donc et ces entreprises. Paris 2024 s'est du coup associé au MEDEF pour, créer la plateforme entreprise 2024.fr qui vous permet d'aller, consulter, les marchés, en temps réel et puis la plateforme ESS 2024 où, nous on apporte l'information mais on propose aussi de vous accompagner parce que, l'enquête, menée par Haddock et la CRES l'a confirmé, en fait, il ne s'agit pas seulement d'être au courant des marchés publics, il s'agit, aussi de se rendre compte que, on est capable d'y répondre et puis là, il y a un certain nombre de potentielles questions techniques, juridiques qui vont se poser et donc les entreprises ont besoin d'être accompagnées, sur ces sujets. C'est pour ça qu'on existe et du coup, je vais vous présenter, notre programme et notre dispositif, tout de suite via une petite vidéo parce que ça fait déjà longtemps que je parle. Donc j'arrête le partage quelques secondes et je vais vous présenter la vidéo de ESS 2024. Des jeux économiquement et socialement responsables, c'est des jeux pour les gens et construits avec les gens. Concrètement, ça veut dire qu'on va accompagner les entreprises de l'économie sociale et solidaire pour qu'elles puissent accéder au marché des jeux. This is a big event. The whole world comes around it. And in sports, I always say it's a big power. An Olympic gives us an opportunity to use it for social purposes. And Paris Authority for Olympics 2024 agreed to make it happen.
Pour concrétiser notre ambition, nous avons décidé de nous rapprocher de l'écosystème de l'économie sociale et solidaire. Et la Maison des Canaux était le meilleur acteur avec lequel s'associer pour le faire. L'entrepreneuriat social, l'économie sociale et solidaire, ce sont avant tout des entrepreneurs qui souhaitent maximiser leur impact sur la société, sur la solidarité, sur la protection de la planète. Ils sont dans tous les secteurs d'activité. Et le concept de Mama Yoka, c'est elle embauche les femmes qui l'éloignent au travail. J'ai un salaire fixe, j'ai pris beaucoup de choses ici. Je gère des gens qui ont tous eu au cours de leur vie un accident du travail, un accident de la vie. Il faut les impliquer, il faut leur montrer qu'on a confiance en eux. Tu peux travailler même si tu as un problème de santé. Si tu as un handicap de 10%, de 20%, de 80%, tu as une place de travail. Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, c'est 10% de l'emploi en France. Le potentiel de développement est énorme. Ça attire la jeunesse, ça donne de l'espoir et ça nous engage vers une économie positive. C'est une économie qui est basée vraiment sur des valeurs sociales communes, le partage, la coopération. C'est aussi un ancrage local. Et c'est aussi pour ça que ça marche dans les quartiers. Souvent, on pense qu'on n'a aucun impact dans le monde. En réalité, l'impact, on l'a. Il faut vraiment juste décider d'y aller. Nous travaillons très concrètement aujourd'hui dans deux directions. La première, c'est celle du sourcing. Si on veut générer des innovations sociales, des innovations environnementales, il faut qu'on sache quelles sont les solutions existantes. Le deuxième temps, c'est celui des marchés. Nous allons lancer des marchés à partir de 2020, qui viendront de plus en plus gros jusqu'en 2024, et les structures de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, pourront y répondre. La plateforme que nous avons lancée avec Paris 2024, c'est un site internet, une newsletter, des réunions périodiques. Cela proposera à tous les entrepreneurs engagés de réellement participer au jeu. On est très content de travailler avec Paris 2024. Depuis le début, avec tous les acteurs de Paris 2024, on partage une même ambition, construire un nouveau modèle de jeu. Des jeux qui bénéficient au plus grand nombre et des jeux qui vont révéler le meilleur de la France et toute sa diversité. One thing is imagination, another is practice. How to translate the imagination into real time. So this will be a big challenge, but Paris is ready for it. Take that challenge and make it happen. Avec la Maison des Canaux, Paris 2024 devient un laboratoire d'innovation sociale. Et ça, c'est une démarche inédite. Inclusif. Social. Engagé. Solidaire. Collectif. Ensemble. Accessible. Responsable. Durable. Paris 2024. Paris 2024. Et voilà, donc effectivement, cette petite vidéo pour vous montrer que faire les jeux durables, inclusifs et solidaires, ça veut dire faire participer les entreprises à l'organisation des jeux et du coup, pas, juste faire quelques actions en tant que telles. C'est vraiment faire en sorte que toutes les entreprises soient sur la même ligne de départ et aient accès, au marché. Alors je reviens sur ma présentation. Normalement, vous voyez, tout. Je veux bien, que quelqu'un me fasse un petit pouce pour me montrer que ça marche bien. OK, c'est bon, super, merci. Donc très concrètement, ESS 2024, on a été créé pour ça, pour faire en sorte de lever tous les freins qui, en tout cas, pourraient justifier ou en tout cas expliquer pourquoi aujourd'hui des entreprises de l'économie sociale et solidaire, qu'elles soient grandes, qu'elles soient petites, quel que soit leur secteur d'activité, ne se sentent pas en mesure de répondre au marché public des jeux. La première, le premier enjeu, pardon, c'est d'avoir l'information au bon moment. On sait bien que quand on est une entreprise, on a, la tête dans le guidon, on est pris par tout son quotidien. A fortiori quand on est une entreprise sociale et qu'en général on accompagne un public, en situation de fragilité ou, qu'en tout cas on essaye toujours de maximiser son impact. Du coup, a fortiori pour les marchés publics, c'est pas forcément facile de faire de la veille. Donc la première mission de ESS 2024, c'est de vous apporter les opportunités, jusque dans votre boîte mail, très concrètement. On communique sur ces marchés, semaine par semaine, via notre newsletter, via, nos partenaires, via nos différents, réseaux sociaux. Mais, on comprend tout à fait que vous n'ayez pas forcément, la possibilité de lire notre newsletter chaque semaine, ce qui est dommage parce qu'elle est très bien, hein, encore une fois. Mais, bon, on comprend et donc du coup, si jamais, il y a un marché qui concerne votre savoir-faire, l'idée c'est qu'on puisse vous l'envoyer directement. Par exemple, un marché qui concerne une opération de menuiserie, on va l'envoyer à toutes les entreprises qu'on connaît qui font, de la menuiserie
en leur expliquant quels sont les tenants et les aboutissants du marché, en leur présentant les exigences demandées et en leur proposant de répondre. Par contre, comment on connaît ces entreprises? Parce qu'elles se référencent sur notre base de données. J'aurai l'occasion de vous montrer, juste après comment faire, mais au cœur, de notre fonctionnement, on a une base de données qui, contient aujourd'hui, plus, de 2 000 entreprises. On est, à environ, 50-50 entre les entreprises Île-de-France et les entreprises, en région, donc on sent qu'on peut faire mieux. On en a, pas mal en Occitanie, je crois j'ai pas le chiffre exact, en tête, mais ma collègue, Clémentine, pourra vous le remettre dans le chat si ça vous intéresse. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme, c'est la première fois qu'on fait vraiment un événement, en lien avec la CRES et pour vous informer de ce sujet, on n'a pas encore assez d'entreprises par rapport au nombre d'opportunités qui pourraient vous intéresser. Donc on vous invite, évidemment, à vous référencer sur ess2024.org. J'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus dans le détail juste après, pour nous partager votre savoir-faire et qu'on puisse, vous envoyer les marchés qui vous concernent. Vous recevez du coup cette proposition de répondre à ce marché dans votre boîte mail. 2 solutions. Soit vous avez l'habitude des marchés publics, vous avez l'habitude d'y répondre, vous connaissez le principe. Du coup, vous allez peut-être seulement avoir, quelques questions, techniques, quelques questions juridiques, qui, vont vous permettre de construire votre réponse. Nous, on est là pour y répondre aussi, donc on vous accompagne là-dessus. Autre possibilité, en fait, ça vous intéresse, vous sentez que vous avez quelque chose à apporter, mais vous n'y connaissez rien. Du coup, là, ce qu'on va essayer de faire, c'est, de vous accompagner pas à pas pour comprendre, en quoi ça consiste un marché public, comment on fait pour y répondre. Pour ça, on a un certain nombre de ressources, on a des fiches pratiques, on a aussi une équipe dédiée au sourcing et à la relation entreprise, ainsi que des spécialistes des marchés publics qui sont là, pour vous aiguiller. Donc encore une fois, on vous accompagne dans ce sens-là jusqu'à ce que, vous remettiez votre réponse. Le seul truc qu'on ne fait pas, en fait, c'est prendre la plume parce que, bah, c'est pas nous qui répondons, c'est vous. Mais par contre, on essaie de vous donner, un maximum de billes. Et puis encore une autre possibilité, vous avez envie de répondre, mais vous êtes trop petit, pour, le marché parce que même si, les organisateurs des jeux essayent de créer des plus petits lots, de créer des marchés réservés pour que ça soit, propice au positionnement de l'économie sociale et solidaire, ça reste souvent des marchés, assez volumineux parce que, bah, tout simplement, c'est un gros projet et du coup, là, ce qu'on va vous proposer, c'est de vous associer à d'autres entreprises, soit des entreprises classiques, soit des entreprises de l'ESS, soit des entreprises de votre région, soit des entreprises d'une autre région, mais en tout cas des entreprises dont le savoir-faire est complémentaire, tant, dans l'expertise que vous apportez, dans le cœur de métier, que sur, le savoir-faire pour répondre à un marché public. Et en général, c'est ce qui s'appelle constituer des groupements et ça marche assez bien. C'est assez gagnant-gagnant, notamment quand ce sont des groupements mixtes entre entreprises classiques et entreprises de l'économie sociale et solidaire. Parce que du côté de l'économie sociale et solidaire, bah, ça permet à la structure de se positionner sur une opportunité auquel sinon elle n'aurait pas eu accès. Du côté, de, l'entreprise classique, ça lui permet de, du coup, proposer une offre plus riche, plus différenciante et je vous ai montré tout à l'heure que ça pouvait faire la différence. Et puis, du côté, des donneurs d'ordre des jeux, c'est, gagnant-gagnant parce que ça leur permet, du coup, d'avoir une offre qui correspond à leurs exigences, mais ils sont également rassurés de voir que dans le groupement, il y a une entreprise, un peu classique, qui connaît les process, qui a les reins, en fait, pour répondre, à leurs besoins. Donc ça, c'est l'avantage des groupements et on a, pas mal d'exemples de groupements déjà qui sont, effectivement lauréats. C'est, le cas, sur, un marché de mobilier pour le siège de Paris 2024, c'est le cas pour un marché de restauration et donc j'espère que ça sera le cas pour beaucoup d'autres, marchés prochainement. Vous avez remis, votre, réponse. On stresse un peu, on attend la réponse. Si jamais, vous gagnez, c'est génial, évidemment, on va valoriser, cette belle victoire, mais surtout on ne va pas vous lâcher à ce moment-là. Ça serait un peu contre-productif au regard de tout ce qui a été fait avant. C'est-à-dire qu'on va aller jusqu'à vous aider à exécuter le marché correctement. Je vous donne un exemple, il y a, une entreprise à impact récemment qui a gagné, un marché et son travail du coup, c'est de construire du mobilier à partir de plastique recyclé. Là, ils n'ont jamais gagné un marché aussi volumineux. Donc ça veut dire qu'ils vont devoir aller chercher beaucoup de plastique, à recycler pour pouvoir fabriquer, très concrètement des gradins, pour une des infrastructures de Paris 2024. Bah, du coup, c'est un enjeu pour une entreprise d'aller diversifier sa source d'approvisionnement et sa matière première. Nous, on va l'aider à le faire.
Et puis, on va aussi continuer à gérer et faciliter les relations entre les différentes entreprises d'un groupement. L'idée, c'est qu'à la fin, tout le monde soit content. Le donneur d'ordre, bien sûr, mais qu'aussi chaque entreprise ait eu de manière juste son dû et ait pu réaliser son travail dans de bonnes conditions. Sinon, tout ce qu'on a fait avant, ça ne sert à rien. C'est complètement contre-productif. Or, à terme, nous, ce qu'on veut faire, c'est bel et bien faire en sorte que les jeux soient une vitrine du savoir-faire des TPE, des PME et de l'ESS. Et donc pour ça, il faut qu'on soit cohérent sur toute la ligne, jusqu'à la mise en œuvre du marché. J'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, on arrive au moment où je vais essayer de détailler un peu plus les choses. Au cœur de notre méthodologie d'accompagnement, il y a le sourcing. Déjà parce que, bah, sourcer des entreprises, ça, nous permet de revenir vers les organisateurs des jeux en leur disant: «Mais regardez, cette entreprise sait faire ça, en Occitanie, cette entreprise sait faire ça en Auvergne-Rhône-Alpes, l'économie sociale et solidaire a cette expertise, donc vous pouvez adapter l'écriture de vos marchés pour qu'ils soient propices au positionnement, de ces entreprises de l'économie sociale et solidaire. Allotisser, créer des plus petits lots pour permettre, à des groupements de se positionner. Là, on a, carrément assez d'entreprises du secteur, protégé et adapté pour, que vous fassiez un marché réservé au secteur du handicap. Donc en fait, on réalise et on formule des préconisations auprès des donneurs d'ordre des jeux à partir des savoir-faire qu'on a pu aller chercher sur chaque territoire et dans chaque, secteur d'activité. Et c'est assez important. De l'autre côté, on vous informe, vous, entreprise, sur les besoins des jeux et effectivement, heu, être sourcé, par ESS 2024, c'est la garantie de recevoir les marchés qui vous concernent. Donc évidemment, c'est pas parce que, vous vous référencez directement sur ESS 2024 que tout de suite vous recevez 10 marchés qui vous concernent et heureusement parce que vous ne pourriez pas répondre à tous. Les marchés tombent, au compte-gouttes. Mais par contre, c'est bien, qu'on fasse ce webinaire maintenant parce qu'on va connaître une véritable accélération de la publication des marchés, à partir de 2021, notamment dans, les secteurs, du nettoyage, du transport, de la logistique, des objets promotionnels. En 2022, ça sera plutôt, la sécurité et la sûreté. Donc Paris 2024 commence à avoir en tête, un projet de plus en plus précis, va accélérer sa publication des marchés et c'est important que les entreprises aient toutes les clés en main pour pouvoir se positionner, au bon moment. Et ça passe, ça passe notamment par cette courroie de transmission qu'est ESS 2024 et par le sourcing. Comme je vous l'ai dit, vous recevrez évidemment l'ensemble des slides pour, pas avoir à tout retenir, là, ce matin. Mais vous voyez ici, l'ensemble de nos services résumés, donc depuis l'information, recevoir l'actualité stratégique et juridique des jeux. Je m'attarde un peu là aussi sur ce point. Dans notre newsletter, en fait, on vous informe de toute l'actualité des jeux. On est le seul acteur qui propose une actualité complète, sur le sujet. Mais il faut savoir qu'au-delà des marchés, parfois, il y a d'autres opportunités. Il y a par exemple l'appel à projet Impact 2024 qui a été, qui est coporté, par, l'Agence nationale du sport, le CNOSF et Paris 2024 et qui propose justement de lancer des projets de territoire où collectivités et acteurs sportifs s'associent pour, répondre à une problématique sociale, environnementale ou, sportive. Et par exemple, là, il y a 55 lauréats qu'on connaît déjà pour la première édition. C'est un appel à projet qui va avoir plusieurs éditions, mais en fait, au-delà des marchés, ça peut aussi, intéresser, les structures du territoire parce qu'on a des lauréats en Occitanie, par exemple et du coup, bah, avoir cette information-là, c'est quand même intéressant pour vous aussi. On vous informe aussi sur tout ce qui concerne les activités, on va dire à côté des jeux, mais qui concernent la culture des jeux, comme l'olympiade culturelle, où là, bah, le secteur culturel va pouvoir se positionner, comme, bah, ce que, monsieur Chibli mentionnait également, sur tout ce qui est éducation et lien avec les écoles. Donc, là aussi, il y a aussi des informations et des opportunités à aller chercher. Accéder aux appels d'offres, j'en ai largement parlé et être accompagné depuis, connaître les enjeux du marché jusqu'à la valorisation des lauréats, je vous l'ai présenté via la petite frise également. Tout ça, on ne pourrait pas le faire, sans l'ensemble des acteurs avec lesquels on travaille au quotidien. Je pense que vous en avez une bonne représentation aujourd'hui en Occitanie, puisqu'on a, Haddock qui est avec nous, on a la CRES, on a, la Caisse d'épargne, on a la région et en fait, vraiment nous on est une plateforme et si, ce terme, a sa pertinence, c'est justement pour parler de cette animation, quotidienne de tous les partenaires qu'on fait. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on fait, même cet événement aujourd'hui, transmettre l'information aux entreprises au bon moment, être cohérent, sensibiliser les secteurs, les différents, types d'acteurs économiques et cetera. On ne pourrait pas le faire, sans l'ensemble de nos partenaires, que vous voyez résumés aussi ici. Donc cette slide, c'est l'occasion, de les remercier, en live. Donc merci à vous de travailler avec nous sur le sujet au quotidien, ça vaut le coup, je vous le garantis.
On a encore beaucoup de boulot, c'est clair, mais ça commence à marcher. La preuve en est, sur 5 des marchés déjà publiés, on a 60 de TPE, PME, ESS, donc les 3 confondus, et sur ces 60 on a 124 lauréats qui viennent de l'économie sociale et solidaire. Ces lauréats, et on va avoir l'occasion de donner la parole à l'un d'eux juste après, puisque j'ai vu que monsieur Peignon était connecté. C'est la preuve que quelle que soit votre taille, quel que soit votre secteur d'activité, peut-être que ça vous concerne. Encore une fois, nous, on n'est pas là pour vous faire de fausses promesses, pour créer, une déception ou pour vous garantir que vous allez gagner. Par contre, on n'a pas le droit de le faire, ça serait illégal. Par contre, ce qu'on a le droit de faire, et ce qu'on fait, c'est vous donner toutes les billes pour que si jamais vous vouliez vous positionner, si jamais vous vouliez vous saisir de ces opportunités, vous avez la possibilité de le faire, comme n'importe quelle autre entreprise. Et c'est vraiment à ça qu'on sert, c'est sur cette obligation, de moyens. Donc là, ce sont juste quelques exemples des lauréats qui ont déjà gagné. Et on espère évidemment qu'il y en aura beaucoup plus parce qu'il faut que cette tendance se confirme dans les années à venir maintenant. Elles ont gagné, soit, en groupement, comme je le présentais tout à l'heure, soit toutes seules sur des marchés de différentes tailles. Parfois des petits marchés qu'on appelle des marchés de gré à gré où il n'y a pas d'obligation de publicité. Par exemple, quand il s'agit, de s'occuper des petits déjeuners de Tony Estanguet, où là, en fait, c'est un ESAT, d'Île-de-France qui s'en occupe, ou que ça soit sur des plus gros marchés, comme l'exemple que je donnais tout à l'heure sur la construction, d'une infrastructure sportive. Mais peut-être que, finalement, pour rendre le discours encore plus concret, la meilleure chose à faire, c'est de donner directement la parole à une entreprise et c'est pour ça qu'on est, ravis d'accueillir, aujourd'hui dans ce webinaire, l'entreprise CVici et son directeur général, Sébastien Peignon, à qui, on va pouvoir poser quelques questions et qui va pouvoir, nous partager son expérience. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. J'arrête le partage pour Avec qu'on plaisir. puisse, vous voir. Hop. Voilà, super, on vous voit, parfaitement bien. Parfait. J'espère que ça va, vous allez bien? Très bien. OK, Pas de souci. parfait. Pas de Tant souci. mieux. C'est pas toujours évident dans la période, du moment. Alors est-ce que, vous pouvez nous présenter rapidement, CVici et ses missions, s'il vous plaît? Bien sûr. Déjà, merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir. Donc, CVici, alors, on est une entreprise adaptée. On fabrique et on conçoit des éléments de signalisation, de signalétique, de communication visuelle. On travaille sur l'ensemble du territoire français. On a 3 agences en France, donc le siège qui est au nord de Bordeaux, dans la campagne, près de Blaye pour ceux qui connaissent. Une agence au sud de Paris, une agence à Toulon. On travaille principalement pour des grands comptes qui nous confient donc soit l'étude, la conception, voire la pose de leurs éléments de signalétique. Ça peut aller de choses très simples comme par exemple pour Vinci ou les groupes du BTP comme Vinci, NGE, Faya, etc. Des panneaux simples de chantier du port du casque, etc. Ça peut jusqu'à, par exemple, pour Société Générale, où on traite l'ensemble de leurs signalétiques d'agence sur l'ensemble du territoire. Donc ça représente à peu près 800 interventions par an, en production, en déploiement et en pause. Et en ciblant par service pour ces entreprises, effectivement, ça peut aller des services généraux qui, eux, vont avoir besoin de signalétique plutôt réglementaire, les services communication qui vont avoir besoin, comme les canaux, de beaux kakémonos pour leur salon. Mais ça peut être aussi donc le service immobilier qui va avoir besoin de signalétique pour équiper leur bâtiment, neuf ou en rénovation. Et comme on l'espère d'ailleurs peut-être à venir pour le futur siège des JO. Voilà, donc en gros, on est à peu près 60 personnes et on réalise à peu près 5 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 2020. Super, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre expérience, des jeux alors? Bien sûr, avec plaisir. Alors en fait, c'est rigolo parce que ça s'est fait un peu par hasard le début de l'histoire avec les canaux. Mon directeur commercial avait écrit via des réseaux sociaux que je ne maîtrise pas, honnêtement, là, il ne faut pas me demander. Je ne sais pas sur quel réseau, mais peu importe. Et quelqu'un de votre équipe avait regardé le site internet CVici et avait remarqué une faute d'orthographe. Donc avait appelé.
Et donc, j'avais trouvé la démarche sympa. Et donc, j'avais rappelé cette personne que le standard n'avait pas pris les informations. Et voilà, donc on a commencé comme ça. On a discuté un petit peu plus en avant. Et dans les 5 minutes qui ont suivi, quelqu'un m'a rappelé pour me dire, écoutez, il y a un appel d'offres en cours sur des goodies. Est-ce que ça vous intéresse? Donc, j'ai dit: «Bah, évidemment, ça m'intéresse». Donc on s'est lancé là-dessus. Et depuis, alors donc c'est un marché qu'on a obtenu. Donc on était très fiers de ça, de fabriquer les premiers stylos logotés JO 2024. Quand je dis on, c'est nous à la direction, mais en fait, tous ceux qui travaillent chez CVSI et même les familles de ceux qui travaillent chez CVSI et même les fournisseurs de CVSI et même les clients de CVSI. Voilà, donc ça a créé une certaine émulation. Et on a continué effectivement avec les canaux à échanger régulièrement. Donc c'est avec plaisir qu'on participe à vos événements, qu'on a participé à la création des différentes familles d'identification pour transmettre au JO. Merci beaucoup. C'est vrai que les jeux, ça fait une belle référence et qu'ils ont un peu, c'est un peu le côté magique des jeux, c'est que c'est un projet quand même sympa pour lequel travailler. Donc on est ravis que cette victoire ait évidemment méritée, mais c'est super si ça peut susciter la fierté et motiver toutes les personnes qui travaillent avec vous, bien sûr. Mais est-ce que du coup, vous pouvez nous préciser de manière très honnête, hein, on n'a pas payé Monsieur Peignon avant qu'il vienne intervenir, mais quelle était la valeur ajoutée donc de SS 2024 et des canaux sur cet accompagnement qu'on vous a apporté, sur l'opportunité pour illustrer un peu ma présentation de tout à l'heure? Bien sûr. Alors, la plus-value pour nous, CVSI, elle est liée à la simplicité. C'est-à-dire que on répond au quotidien à différents appels d'offres pour les grands groupes, pour les marchés publics. Donc, répondre à un appel d'offres là-dessus, on est armé. Par contre, la difficulté, puisque ça faisait partie des objectifs stratégiques commerciaux de développement qu'on s'était fixé, donc à récupérer des marchés publics JO 2024, c'était mais on commence par quoi? On commence par qui? On contacte qui? Donc là, en fait, c'est une simplicité absolue parce que je sais que je vais avoir l'information dès qu'un projet, un appel d'offres, un marché qui se rapproche de mon activité va être lancé. Voilà, donc pour moi, la plus grande plus-value, c'est ça, c'est la simplicité. Très clair, merci. Effectivement, enfin, moi, je suis contente quand vous dites ça parce qu'on est effectivement là pour vous simplifier la vie. Donc, tant mieux si c'est un peu le cas. Et du coup, l'expérience des marchés publics avant celle des jeux, vous aviez déjà l'habitude ou pas du tout? Oui, on a l'habitude. Alors effectivement, on y répond avec parcimonie parce que, non pas parce que c'est compliqué, mais parce que répondre à un appel d'offres quel qu'il soit, c'est quand même du temps, c'est de l'investissement. Et pour le faire simple, les chances de réussite sont souvent beaucoup moindres que les marchés privés. Voilà, ça reste notre réalité. Donc effectivement, on cible un petit peu plus les marchés publics avant d'y répondre. Voilà. Mais par contre, effectivement, ça ne nous pose pas de souci. On doit répondre à, je sais pas, 15-20 marchés publics par an. Donc c'est pas la problématique est pas très grande pour nous. On est armé pour ça. Ça reste notre quotidien. Voilà. En tout cas, c'est un témoignage très intéressant parce que c'est vrai que dans le cadre de cette semaine sur les achats essentiels où on essaie de faire avancer la thématique des achats responsables et solidaires, c'est aussi intéressant d'avoir ce retour pour les collectivités peut-être qui nous suivraient et qui travaillent sur leur politique d'achat responsable, qui en vrai ne peuvent être que intéressés au regard de votre cœur de métier et au regard de l'impact social que vous avez à chaque fois que vous fabriquez un de ces produits et qui du coup finalement on se rend compte que les marchés publics n'arrivent pas encore à être assez attractifs pour que des entreprises pourtant très compétentes se positionnent pour répondre. Et alors que c'est un enjeu important aussi dans le cadre de beaucoup de politiques d'achat. Est-ce que vous pourriez nous parler de vos prochaines étapes de développement? Alors maintenant, c'est quoi les prochains défis pour 2021 pour vous?
Alors, 2021, nous, on a déjà un projet d'extension de bâtiment de 1000 m² sur le siège. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a déposé le permis de construire la semaine dernière, pour être précis. Donc ça, c'est, on va dire, le fruit du travail depuis 10 ans, parce qu'on existe depuis 10 ans. Après, l'opportunité des JO, pour nous, c'est le développement de l'agence parisienne, qui pour de différentes raisons est encore embryonnaire. L'objectif, c'est que grâce à ces marchés sur Paris, on puisse à la fois déjà travailler pendant toutes ces années directement pour les JO, mais ça ne peut être qu'une étape. L'objectif, c'est bien de partir sur capitaliser là-dessus, et ensuite, grâce aux références ou aux liens qu'on aura créés avec les différents partenaires, de pouvoir continuer l'aventure avec eux, quoi. En tout cas, sachez que nous, si on peut vous aider dans cette phase de développement, on est aussi là pour le faire, donc n'hésitez pas. Peut-être un conseil à donner aux entreprises qui n'auraient pas la même expérience que vous et qui hésiteraient encore à se lancer? Vous appelez, déjà. Moi, je suis toujours étonné, en fait, de voir qu'au final, il y a assez peu de représentants de sociétés de l'ESS dans les manifestations. Voilà, je ne comprends pas ça, mais il faut absolument que les gens osent faire le pas. C'est ça, et c'est à mon avis beaucoup plus simple de faire le pas, de vous appeler, de rentrer en contact avec vous, que de faire le pas vers de multiples personnes qui auraient des marchés publics ou non à passer. Le fait qu'il y ait un point d'entrée unique, je pense, doit faire en sorte que les gens n'hésitent plus. C'est assez simple, en fait, de répondre à un marché. C'est simple, mais encore une fois, ça prend du temps. C'est une évidence. Il faut développer des outils, il faut rédiger, il faut comprendre, il faut s'investir. Mais c'est comme tout, c'est de l'investissement. Mais il y a un moment, on ne peut pas rester immobile. Et puis, les JO, c'est une fois tous les 100 ans en France, on ne peut pas passer à côté, c'est pas possible. Merci beaucoup pour votre témoignage très, très clair et très enrichissant. J'aurais bien aimé vous poser encore plein de questions, mais on commence à être un peu en retard au niveau du temps. Donc voilà, donc je vous remercie beaucoup. Peut-être est-ce que vous accepteriez de partager votre adresse mail ou une adresse Bien contact sûr, si jamais d'autres entreprises voudraient vous solliciter? avec grand plaisir. Je vous laisse la partager dans le chat si vous voyez comment faire, sinon on le fera pour vous, il n'y a aucun problème. Alors, je veux bien que vous le fassiez. Si vous avez bien compris, je suis pas, je suis pas très à l'aise avec tous ces outils. C'est pour ça qu'il y a des jeunes dans l'entreprise qui prennent le relais, parce que là, pour le coup, je suis pas le mieux armé et je risquerais de pas faire bien. Voilà. Mais voilà, aucun souci. Moi, il y a plein de personnes, que ce soit des contacts fournisseurs ou clients qui en gros, m'emboîtent le pas et me disent: «Bon, bah, il y a pas de c'est génial, si nous, on est là aussi pour t'aider à compléter ton offre, c'est important pour nous de participer à ça, mais on ne savait pas comment faire». Donc voilà, moi, si je peux aider des gens, si je peux dédramatiser la difficulté, bah, c'est avec grand plaisir. Merci encore, et puis je rappelle, que du coup CVSI est en train de se développer à Paris, mais à la base, c'est pas, tout à fait une entreprise d'Île-de-France, et donc ce témoignage est aussi important pour, vous confirmer que, voilà, il y a des lauréats en dehors de l'Île-de-France, ça vous concerne aussi, et j'espère qu'après cet événement, on va avoir, des réponses, d'entreprises occitanes, et que bientôt on pourra aussi faire témoigner des entreprises occitanes, sur ces nombreux sujets. Merci encore, Sébastien Pignon, d'avoir été parmi nous. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir. Pour, finir d'essayer, encore une fois, tâcher de vous faciliter la vie, je voudrais juste terminer avant de passer à quelques minutes de questions-réponses, par vous présenter rapidement le site de SS 2024, notamment pour vous montrer que, c'est facile quand on est une entreprise, de se référencer.
Donc, vous voyez l'URL ess2024.org, vous tombez sur la page de garde directement et là, il suffit de cliquer sur «Se référencer». Vous pouvez aussi aller consulter des marchés si vous le souhaitez. Hop, référencez-vous et là, top chrono, ça prend, 2 minutes, de se référencer. On a vraiment essayé de le faire, de la manière la plus simple possible. Déjà parce qu'on sait que, bah, voilà, ça fait quand même une démarche supplémentaire, donc on essaie de faire en sorte qu'elle soit simple et pas chronophage. Et puis ensuite parce que là-dessus, on n'est pas encore parfait, donc là, je mets test, hein, mais vous voyez, il faut rentrer le nom de la structure, heu, que des coordonnées, donc un email, je vais mettre le mien. Donc je disais, on sait aussi qu'il y a d'autres plateformes, il y a d'autres démarches qui sont menées au niveau local, au niveau national et que les entreprises sont finalement très sollicitées, notamment, les entreprises à impact pour aller, se servir de tel outil, apprendre à se servir de tel logiciel et cetera. On sait, on essaie de faire au mieux. C'est pour ça aussi qu'on est dans cette démarche, partenariale pour essayer, bah, de pas, de pas sursolliciter les entreprises, de pas, générer de doublons. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on est, le point d'entrée vers les marchés des jeux et c'est pour ça que du coup, notre formulaire de référencement et de sourcing, on a essayé de faire en sorte qu'il soit, très rapide à compléter. Donc après votre adresse email, vous mettez votre numéro de SIRET. Moi, j'en ai pas, vraiment, donc je vais mettre, 0. Ensuite, là, on arrive à la partie intéressante, vous allez choisir votre domaine d'activité. Si jamais vous ne le trouvez pas, on vous invite à contacter, directement, notre équipe sourcing, dont on va vous remettre les coordonnées, dans le chat. Donc moi, par exemple, je suis spécialisée dans le transport et l'hébergement. J'invente, hein. Et là, je vais pouvoir préciser mon sous-domaine d'activité. Bah, je fais dans le transport, accrédité, les meetings, les séminaires et puis les hôtels. Ensuite, on va vous demander une adresse. Je vais mettre celle des Canaux, à Paris. Les Canaux, c'est le nom de l'association qui porte le programme ESS 2024 juridiquement. On était obligé d'être porté, par un organisme extérieur à Paris 2024 parce que sinon on n'aurait pas pu proposer cet accompagnement aux entreprises parce qu'on aurait été, trop impliqués. Il y aurait eu peut-être un problème de distorsion de concurrence ou en tout cas, un problème d'impartialité. Donc c'est pour ça que le programme est porté indépendamment, mais qu'on est financé par les organisateurs des jeux, qu'on a été créé à la demande des organisateurs des jeux et que du coup tous nos services sont évidemment gratuits pour les entreprises. Je vais mettre mon numéro. Comme ça, vous l'avez aussi. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Êtes-vous une entreprise de l'ESS? Oui. Mais on accueille aussi les startups, les TPE, les PME et justement pour favoriser les coopérations économiques. Moi, je suis, une entreprise qui a l'agrément ESUS. Et puis mes attentes vis-à-vis de ESS 2024, être informé, être recensé. Et puis là, le champ libre, important à compléter parce que c'est là que vous allez pouvoir mettre tous les détails vous concernant. Moi, je suis spécialisée, dans, la gestion, d'intérim, de personnel, en situation de handicap, par exemple. Voilà, enfin, c'est là que vous allez pouvoir mettre vos références, pour, qu'on puisse avoir des exemples un peu précis et en fait, plus vous entrerez dans le détail, plus nous, on pourra vous envoyer des marchés qui sont vraiment pertinents pour vous parce que le but, c'est pas de vous faire perdre, du temps. Je vais mettre blablabla. J'accepte, hein, évidemment que mes données soient utilisées, sinon, ça sert à rien de vous référencer. Et voilà, enfin je me suis pas chronométrée, mais comme vous avez pu le voir, ça n'a pas pris beaucoup de temps et en plus, j'ai donné des explications en même temps donc sinon ça aurait été, si vous aviez été seul devant votre ordinateur, ça aurait sans doute été plus rapide. C'était juste pour vous montrer, enfin comment ça se passait, très concrètement quoi, encore une fois. On arrive à la fin de cette présentation, je vais, proposer à la CRES, à Karim, peut-être, d'avoir le mot de conclusion. Alors, Hem merci Pia pour cette super présentation, hein. Je pense qu'effectivement, les participants à l'atelier ont bien saisi les enjeux qu'il y avait à participer à cet atelier qui est une première étape, même si bien entendu, il y a déjà des choses qui ont été initiées. Et ce qui est intéressant aussi, je pense, c'est tout ce qui se passe sur les autres régions, parce que les canaux ont aussi cette chance, en étant national, de voir ce qui se passe et de travailler avec d'autres territoires. Et je pense que c'est intéressant aussi de souligner qu'il y a aussi des enjeux d'essaimage, hein, finalement, hein, des pratiques. Et je pense qu'on apprend tous les uns des autres par rapport à ça. Alors, il y avait eu quelques questions dans le chat, notamment par rapport aux 10%. Je ne sais pas si Blandine Ménard est toujours avec nous. Oui, dans tous les cas, c'est intéressant d'y répondre. J'avais vu la question aussi effectivement. Oui, Ouais, je
Merci Blandine, beaucoup. qui a participé à la table ronde de mardi sur les clauses sociales avec nous. Justement, tu avais une question par rapport à ça? Donc effectivement, forcément, c'est mon sujet, donc ça me pose question parce que dans la description que vous avez faite, c'est que finalement, quand vous parlez de ces 10%-là, c'est ni plus ni moins les 10% de clauses sociales inscrites dans le Code de la commande publique. Et comment ça va s'articuler avec les guichets de facilitation qui sont dans les territoires? Il y a déjà 450 facilitateurs au national qui existent. Est-ce que vous vous substituez à eux? Est-ce que vous allez travailler avec nous? Sinon, de quelle manière? Parce que tout ce qui est ingénierie de marché, clausé, enfin vraiment tout le sujet clause sociale dans sa globalité, il est maîtrisé par chacun des facilitateurs dans ces territoires-là. Donc, qu'est-ce qui est prévu et comment on va pouvoir travailler ensemble? Parce que nous, c'est ce qui nous intéresse. Moi, je me suis inscrite sur ce webinaire parce qu'on veut savoir ce qui va se passer particulièrement sur Toulouse, pour voir comment nous aussi, on va pouvoir utiliser ce réseau d'entreprises ESS, insertion, qui sont là, avec qui on a l'habitude de travailler depuis de très longues années. Oui, en plus, sur Toulouse, vous êtes particulièrement actif sur le sujet et particulièrement avancé sur la question des clauses sociales. On a pu être en lien avec la métropole de Toulouse pour parler de ces opportunités. Donc, on nous avait présenté le dispositif Toulouse Métropole Emploi. C'est une question qu'on nous pose souvent. Alors, je veux vraiment être claire, on ne se substitue pas aux facilitateurs. C'est des questions qu'on nous pose souvent. Est-ce que vous vous substituez à tel ou tel acteur qui existe déjà? Non, enfin, encore une fois, parmi nos partenaires, on a Alliance Ville Emploi. Les facilitateurs, ils font un travail très précis et déjà un excellent travail sur les clauses sociales. Nous, on n'est pas là pour les mettre en œuvre. Par contre, on est juste là pour montrer qu'il y a des innovations et des savoir-faire parmi des entreprises qui, du coup, peuvent permettre aux juristes de Paris 2024 et de la Solidéo d'écrire ou d'intégrer des clauses sociales dans leur marché. La manière dont ça va s'appliquer, c'est du coup, les équipes de la Solidéo, normalement, sont en lien avec des facilitateurs. Nous, si jamais vous vous rendez compte qu'il y a des difficultés à discuter avec la Solidéo là-dessus, on peut essayer d'intercéder et essayer de faire remonter, en tout cas, la chose à la Solidéo. C'est plutôt à ça qu'on va servir avec vous. Et dans la manière dont ça va être mis en place, c'est une obligation ce sont des clauses d'exécution. Donc, qui doivent être appliquées dès lors de l'exécution du marché. Et ça vaut tant pour les marchés directement gérés par la Solidéo que pour les marchés gérés par leur maîtrise d'ouvrage supervisée. Donc, par exemple, la ville de Marseille, qui est maîtrise d'ouvrage supervisée de la Solidéo pour rénover les infrastructures qui vont concerner l'accueil des épreuves de voile dans leur ville, est soumise à cette clause des 10% aussi. Et du coup, va peut-être travailler avec ses propres facilitateurs. La ville de Paris, qui est maîtrise d'ouvrage supervisée, travaille avec ses propres facilitateurs, l'EPEC en l'occurrence, pour travailler sur le sujet. Les collectivités de Seine-Saint-Denis qui sont concernées aussi, ou des Hauts-de-Seine 92 également. Donc voilà, et sur je ne sais pas si j'ai commencé à répondre, je ne sais pas si vous voulez… Oui, vous avez répondu à ma question, mais moi j'ai quand même une inquiétude, c'est quand vous dites que vous gardiez l'ingénierie marché, comme vous l'avez justement détaillé dans votre présentation, l'intérêt et la façon de faire la plus qualitative, c'est vraiment d'être au moment de la passation de marché. Dès lors qu'on arrive un peu en retard, c'est toujours difficile, et en termes de sourcing, et en termes d'accompagnement des structures. Donc, c'est vrai que si on arrive uniquement pour la mise en œuvre, on a déjà perdu un maillon de la chaîne. Et c'est là où je pense qu'il faut vraiment réfléchir à l'articulation qui va se faire sur chacun des territoires et les guichets existants qui ont la compétence de faire ce travail-là, qui ont l'habitude de le faire sur ces secteurs-là pour pouvoir être le plus efficace et opérationnel possible auprès des structures de l'insertion. Oui, complètement. La Solidéo, pour le coup, ces infrastructures, ça concerne quand même beaucoup l'Île-de-France. Et là-dessus, je sais qu'il y a un travail qui est réalisé avec les établissements publics territoriaux et les facilitateurs concernés. Après, franchement, je vais être honnête, je ne connais pas exactement l'état de leur relation aujourd'hui parce que en fait, dans l'équipe, c'est pas moi qui suis ça de très près. Mais par contre, si vous nous faites remonter, faites-nous remonter si jamais il y a des difficultés ou quoi que ce soit. Je sais qu'on est aussi en lien avec Alliance Ville Emploi sur le sujet. Je sais aussi, et vous avez raison de le préciser, je suis entièrement d'accord avec vous, et ça m'inquiète même moi aussi parfois. On n'est pas encore parfait sur l'amont des marchés, on n'arrive pas à chaque fois à attraper le créneau au bon moment, notamment parce que pour la Solidéo, ils sont confrontés à des délais de temps absolument
infernaux. Voilà, et bon, c'est notre quotidien avec tous les marchés, hein, ESS 2024 ou pas, c'est toujours le quotidien avec les acheteurs. Voilà, donc il faut pas se contenter de cette raison-là pour dire qu'on fait rien. J'en suis entièrement d'accord, mais du coup, c'est ça qui nous complique un peu la vie parfois et qui vous la complique un peu aussi et qui parfois affaiblit un peu notre plaidoyer. Mais du coup, on est là pour le faire, on est là pour le faire avec les facilitateurs. Et juste une distinction que je veux juste faire, tous les marchés concernant terre de jeu ou de la rénovation d'infrastructures locales, pour le coup, ça ne sera pas lancé par la Solidéo et par Paris 2024, c'est lancé par les collectivités locales. Donc ça, pour le coup, ouais, c'est important de le préciser. Nous, on commence à créer des liens justement avec les différentes collectivités labellisées dont on connaît ces enjeux-là. Et l'information n'est pas toujours facile à trouver, donc on effectue un gros travail de veille là-dessus. On commence à travailler avec Paris 2024 sur une stratégie précise concernant ces marchés indirectement liés au jeu, mais pour qu'en fait, ils soient cohérents jusqu'au bout de la ligne sur leurs exigences environnementales et en matière d'économie sociale et solidaire. Et là, puisque c'est le sujet qui nous occupe, d'insertion. Donc, c'est un travail en cours. Il y a déjà eu des loupés. Je pense qu'il y en aura encore, mais par contre, on fait de mieux en mieux. Et la Solido est de plus en plus à l'écoute, ça, je peux vous le garantir. Mais du coup, avec plaisir pour poursuivre les échanges et pour vous mettre en lien avec notre équipe. Oui, tout à fait, pour voir comment ça peut s'articuler. Ouais. Puis c'est vrai que ça va s'inscrire dans la continuité aussi de ce qui a été un peu évoqué dans la table ronde de lundi sur la commande publique, celle de mardi sur la clause sociale, notamment sur l'articulation avec les enjeux qu'on a sur la relance économique. Et on voit bien qu'on a un sujet, de toute façon, c'est vrai que cette année 2020 était aussi l'occasion de se rapprocher de Toulouse Métropole Emploi à travers Salon Covantis, de clause sociale 34. Donc on voit que par rapport aux deux métropoles, on a déjà deux pivots en termes d'acteurs qui sont importants. Je pense qu'on a aussi, par rapport aux facilitateurs, un enjeu à faire attention parce qu'ils ne sont pas tous forcément en lien avec Alliance Ville Emploi. Donc, je pense qu'on a tout intérêt à bien élargir l'articulation au niveau de cet écosystème. Et vous l'avez souligné, Pia, dans l'intervention, justement sur l'enjeu par rapport au maillage territorial, par rapport à l'écosystème. Et je pense que cette année 2020 a permis de poser déjà des jalons, déjà à nous, comme la CRES, par exemple, de commencer à bien prendre la mesure de ce qu'est ce projet, finalement, porté au national par les canaux, le groupe BPCE, et du coup de se dire comment on va irriguer ça sur les territoires. Donc je pense que début 2021, on aura l'occasion de remettre aussi à plat, peut-être au regard de nos plans d'action, les opportunités, avoir peut-être des réunions avec certains autres acteurs, dont le réseau des facilitateurs, pour élargir ce cercle, parce que je pense qu'on a besoin d'ambassadeurs. Je crois que M. Chibli en a parlé aussi tout à l'heure. Je pense qu'en fait, on a besoin d'avoir d'ambassadeurs qui vont se porter finalement, qui vont porter cette voix par rapport aux opportunités que vont représenter ces marchés, mais pas seulement, parce qu'on aurait pu aussi aborder la question sous l'angle de la consommation responsable. Ce n'était pas le propos d'aujourd'hui, on est beaucoup sur l'angle professionnel, mais ces entreprises finalement qui vont recevoir sur leur territoire les jeux vont être aussi amenées à faire consommer les athlètes, les populations, les touristes qui vont venir en France. Donc la France qui va être cette vitrine finalement peut être aussi amenée à avoir des entreprises qui peuvent leur apporter en dehors des marchés, on va dire c'est un autre sujet, mais je trouve que c'est aussi une dynamique globale. Et ce que soulignait M. Chibli par rapport au rayonnement que finalement ces jeux vont pouvoir apporter à l'ensemble du territoire, c'est ce qui nous permettra aussi d'avoir tous ces ambassadeurs, chacun à nos niveaux, dans nos fonctions, pour finalement être le relais de toute cette belle dynamique, à mon avis. Sur des éléments, alors ce n'est pas des éléments de conclusion, mais moi ce que j'ai voulu relever en tout cas de ce que vous avez fait au niveau de la présentation, c'est plutôt des mots-clés. Moi, ce que je retiens, c'est, vous avez beaucoup parlé de veille et de communication, on l'a bien compris, il y a des outils qui existent, il y a des opportunités à saisir. L'intérêt, c'est de se brancher finalement à ces canaux, alors sans jeu de mots, à ces canaux d'information. Donc là, effectivement, c'est tout simplement en s'abonnant à la newsletter, en contactant par téléphone, par mail, les canaux, le témoignage sur effectivement l'entreprise a bien montré qu'effectivement, c'est beaucoup le relationnel qui a fait qu'à un moment donné, il peut y avoir des belles histoires, parce que je trouve que c'est une belle histoire en l'occurrence. L'accompagnement, je trouve que vous avez souligné quelque chose d'important sur l'accompagnement, l'avant, le pendant et l'après. Et on n'a pas toujours ça dans certains dispositifs, donc je pense que c'est important de souligner que vous êtes là avant, pendant et après, que vous ne lâchez pas les structures et qu'en l'occurrence, ça je pense que c'est important de souligner parce que sur les marchés, je pense que c'est souvent compliqué à répondre, à les formaliser. Et donc, du coup, de savoir effectivement pour les entreprises qui sont parmi nous, les acteurs de l'accompagnement, de savoir que c'est un processus qui est sur les trois leviers. Moi, ce que je retiens aussi, c'est les secteurs. Voilà. C'est-à-dire que
on a cette approche, on parle souvent de Paris 2024, mais vous l'avez rappelé, M. Chibli l'a rappelé, c'est des jeux qui concernent l'ensemble de la France, l'ensemble des régions, et c'est surtout sur plusieurs secteurs. Vous avez cité pas loin de 50 secteurs potentiels, et je pense que ça aussi, c'est un message important à retenir, c'est-à-dire que c'est des jeux qui concernent une multitude de filières, une multitude de secteurs d'activité. Ce qui était aussi important, je trouvais, dans votre propos, c'était la mise en relation. Voilà, vous avez parlé de mise en relation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut y avoir sur le territoire des entreprises qui, seules dans leur coin, ne vont pas se sentir forcément en capacité de répondre. Et les canaux, vous pouvez, en lien avec l'écosystème régional occitan, faire des mises en relation, mais certainement aussi avec les facilitateurs qui sont en contact et en relation avec des entreprises qui peuvent avoir connaissance de leur offre de service et se dire qu'à un moment donné, par rapport à certaines tailles de marché, si on peut accompagner ce mouvement d'avoir des réponses groupées, des stratégies d'accompagnement collectif, je pense qu'on en a besoin fortement en Occitanie et on voit bien que dans ce que vous avez souligné sur ces mises en relation, on a certainement là aussi en 2021 des travaux à initier. Et puis le maillage territorial, voilà, vous avez parlé, le maillage territorial, l'écosystème qui sont importants. C'est pour ça que nous, on est partie prenante de ce projet. Et on en remercie les canaux, on en remercie aussi le groupe BPCE, parce qu'on avait participé au national à des séminaires tout au début de l'année 2019, justement quand on était aux prémices du projet, et avec le réseau ESS France, anciennement CNCRES, on avait pu être informé assez vite finalement de tout ce qui allait se dessiner. Donc on voit que tout est bien parti sur plusieurs territoires, et j'ai envie de dire qu'il faut maintenant qu'on transforme l'essai en 2021 en continuant cette dynamique. En tout cas, voilà, moi je tiens à remercier fortement les canaux, la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, M. Kamel Chibli qui était avec nous sur la table ronde, Lucie Parnado de l'agence ADOC. Donc on est bien dans une dynamique multipartenariale et on souhaite l'élargir. Donc voilà, c'est pour ça que Blandine Ménard, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter avec les canaux pour voir comment avec Toulouse Métropole Emploi, Clause Sociale 34, on pourrait élargir ce cercle d'ambassadeurs pour accompagner ce beau projet. Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Et puis agir en complémentarité, effectivement. Enfin, de toute façon, on va pas pouvoir, on n'a pas vocation à mettre en place les clauses partout en France. On est une équipe d'une petite dizaine de personnes aujourd'hui pour tout. Donc, on va clairement avoir besoin de vous. Merci à toutes et à tous. On a un peu dépassé le temps. Je vous propose qu'on raccroche. Merci, au revoir. Au revoir. Et pour ceux qui le voudront, donc vous pourrez revoir en replay l'intervention sur Facebook et sur les différents médias, dont ceux des canaux, j'imagine, et ceux de la CRES et les différents partenaires. Bonne fin de journée. La semaine se poursuit jusqu'à demain. Donc, n'hésitez pas à rejoindre les autres événements. Et on vous souhaite une belle fin de journée.